Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale et conférencière, autrice du blog Est-ce comme c'est, et je suis spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Sur ce podcast, pas de méthode idéale à suivre à la lettre, mais des outils, des perspectives qui tiennent compte de votre réalité et vous aident, sans vous culpabiliser, à aborder les défis parentaux que vous allez rencontrer avec plus de confiance et plus de sérénité. Ça vous plaît ? Alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode un peu différent des précédents. D'abord parce qu'il est beaucoup plus long et ensuite parce que c'est un épisode à deux voix. J'y reçois une collègue et amie, Cécile Guinbeau. Elle se présentera, vous le verrez, au début de l'épisode en lui-même. Et nous sommes formés toutes les deux à la même approche et nous avons eu envie de parler ensemble de colère et nous avons fait des parallèles, vous le verrez, entre le monde de l'entreprise et celui de la parentalité. C'est une émotion qui nous tient à cœur et sur laquelle nous avions beaucoup à dire. Je vous laisse découvrir ça dans la suite de l'épisode. Bonjour Cécile et bienvenue, bonjour tout le monde. Et donc dans cet épisode, on va parler de colère et pour une fois, j'accueille une invitée, Cécile, bonjour. Bonjour Sandrine, ravie de ton invitation, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ça allait de soi pour moi, mais ça ne va peut-être pas de soi pour nos auditeurs et auditrices. On va parler de colère aujourd'hui et tu es coach en entreprise, donc ça va peut-être les surprendre un petit peu, mais ils découvriront après pourquoi on a eu envie de faire cet épisode ensemble. Mais peut-être que ça serait intéressant que tu te présentes pour qu'ils sachent un peu mieux qui tu es. Oui, alors comme tu disais, je suis coach en entreprise depuis une vingtaine d'années. En fait, ça fait plus de 30 ans que j'accompagne des managers dans les entreprises. J'ai été formatrice, j'ai été consultante en organisation. Et donc, voilà, j'ai passé toute ma vie à accompagner des managers dans leurs bons et dans leurs moins bons moments. Euh, et voilà, on va le voir tout à l'heure, mais les émotions sont très présentes dans ces accompagnements en entreprise et la colère tient une bonne place. Oui, mais c'est là, je pense qu'on va pouvoir retrouver effectivement les points communs entre nous, cet intérêt pour les émotions et particulièrement pour la colère. Parce que ce qui nous a donné envie de faire cet épisode, c'est qu'on a... Alors déjà, on pratique la même approche pour les accompagnements. Bon, le modèle de Palo Alto, mais on va pas détailler là-dessus. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des similitudes dans la manière de gérer la colère entre les parents et l'entreprise. Et c'est ça qui nous a donné envie de partager là-dessus. Avec grand plaisir. Bon, alors la première chose sur laquelle je voulais peut-être attirer l'attention, c'est la différence entre colère et violence. Quelle définition ou quelle différence tu ferais entre les deux, toi, de ton côté? Alors ça, c'est une super colle parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où aucune distinction n'était faite entre les deux. Et j'ai dû apprendre à faire la distinction entre colère et violence un peu à mes dépens. Hmm. Et voilà, quand j'étais gosse, quand j'étais adolescente, même quand j'étais jeune adulte, exprimer sa colère de manière vraiment explosive, c'était absolument normal. Euh, et progressivement, à force de me prendre des murs, et en particulier dans le monde professionnel, je me suis rendu compte que être en colère, d'accord, à condition que ce soit exprimé de manière calme, contrôlée, civilisée, etc., etc., ce qui représente toujours un challenge pour moi, mais j'ai quand même appris à faire cette distinction-là parce que l'expression voilà, violente comment dire, des sentiments, des émotions, etc., est absolument proscrite en entreprise et de plus en plus. Hmm. Quand j'ai commencé à bosser il y a 30 ans, s'engueuler, c'était normal. Aujourd'hui, c'est absolument carton rouge. Et ça, vraiment, c'est une évolution que j'ai vue dans les 30 dernières années. Mm. Mais c'est une évolution qu'on retrouve aussi dans la parentalité, justement parce que, et à juste titre, on veut moins de violence dans les rapports.
Alors, je me permets peut-être une petite définition de mon côté. Je trouve que ça peut être aidant. La colère, c'est une émotion, comme tu le disais, qui généralement signale pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est une émotion qui signale généralement qu'on a une de nos limites, une de nos valeurs, quelque chose d'important pour nous n'a pas été respecté. Une de nos limites a été dépassée, une de nos valeurs n'a pas été respectée. Et il y a quelque chose qui dit, ça, c'est pas acceptable, ça me pose un problème. Donc ça, en soi, ça n'a rien de mal, mais on y reviendra dans la suite de cet épisode. La violence, c'est quand il y a une notion je dirais, de prise de pouvoir sur l'autre, d'imposition, de comportement qui peut faire mal. Et la violence, souvent cette confusion, elle amène à discréditer la colère alors que c'est la violence à juste titre qu'on rejette. Et c'est pour ça que je disais c'est particulièrement présent dans la parentalité parce que à juste titre, on s'est rendu compte que des rapports violents avec ses enfants au sens large, c'est-à-dire strictement basés sur la domination, sur tu fais comme je dis parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, ben, c'était pas le plus favorable pour le bon développement des enfants. Voilà. Donc je sais pas comment réagis-tu à cette distinction. Alors, pour la limite pas respectée, etc., je trouve que c'est tellement vrai et ça crée en fait tellement de raisons d'être d'être en colère dans la vie professionnelle. Parce qu'on est en permanence soumis comment dire, aux contraintes des autres, à des injustices, etc., à des règles qui n'ont aucun sens, qui sont juste pour les uns, injustes pour les autres avec des gens qui sont plus ou moins scrupuleux dans leur respect des limites des autres, etc. Tout ça, ça crée de très nombreuses occasions tout à fait légitimes d'être, voilà, de manifester de la colère au travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je rencontre quotidiennement. Après ça, la violence, précisément parce que les éclats de voix sont de plus en plus proscrits, moi, ce que je trouve beaucoup, c'est que elle est remplacée par une forme beaucoup plus insidieuse de violence, qu'on voit d'ailleurs aussi dans les phénomènes de harcèlement à l'école, hein, mais qui sont de la violence par le silence, par l'exclusion, par la manipulation, etc. Des choses qui sont extrêmement difficiles à contrer et qui parfois aggravent de manière très, très, très forte la colère et la colère légitime. Mm. Oui, oui. Alors, je refais le parallèle avec la parentalité. Dans la parentalité aussi, l'éclat de voix, le fait de s'énerver est de plus en plus proscrit. Alors, ici, je voudrais, moi, faire une nuance, justement, par rapport à l'entreprise, parce que le contexte n'est pas tout à fait le même. L'immense majorité des parents, effectivement, n'a pas envie de crier sur ses enfants. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de crier sur ses enfants, présentez-le moi parce que je n'ai encore jamais rencontré de parent qui a envie de crier sur ses enfants, qui a besoin de se défouler peut-être, mais qui en a envie, c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi je disais ça? Parce que en gros, bah, les parents ont à cœur de effectivement ne pas crier sur leurs enfants, de garder une relation qui fonctionne. Et le parallèle avec l'entreprise, alors il y a déjà cette notion de vivre avec un enfant, surtout en bas âge, c'est aussi se voir imposer un rythme qui n'est pas le nôtre, c'est aussi avoir des contraintes qui sont liées au développement de l'enfant, qui sont liées à même à son emploi du temps, etc., qui font qu'on ne peut pas strictement respecter son rythme. C'est cohabiter au sens propre avec quelqu'un qui n'a pas encore toutes les compétences pour ranger tout ce qui traîne, pour tenir compte de toutes les règles, notamment, encore une fois, chez les enfants en bas âge. Donc, il y a aussi de multiples occasions d'en avoir ras-le-bol, d'avoir besoin de poser des limites. Et ce dilemme, il se retrouve énormément aussi dans la parentalité. Mm. Je rajouterais à ça, si tu m'autorises, que en entreprise, il y a un truc qui est hyper à la mode en ce moment, c'est les managers toxiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que depuis 30 ans que je les fréquente, je connais vraiment très, très, très peu de gens. Et même, enfin, je ne peux pas me souvenir d'un individu, quel qu'il soit, qui me dise, moi, j'ai envie de gueuler sur mes équipes.
J'ai envie de les punir, j'ai envie de les sanctionner, j'ai envie de les mettre en échec. Alors, oui, évidemment, comme partout, on va trouver quelques très rares, comment dire, personnes qui ont des, comment dire, des tendances perverses, etc. Mais c'est tellement pas la majorité de l'espèce. Je veux dire, tous les jours, depuis plus de 30 ans, je rencontre des gens qui veulent bien faire et qui veulent être justes et qui veulent être appréciés, qui veulent être respectés, qui respectent les gens, etc. Et qui, comment dire, qui font ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. Oui, 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 c'est très important de le souligner, aussi bien en entreprise que dans la parentalité, là aussi. Et j'allais dire, alors, je pense que peut-être tu rencontres encore plus ça en entreprise, mais moi, il m'arrive parfois de constater chez les parents, et ils le constatent aussi, et ils en sont horriblement, ils s'en sentent horriblement coupables, c'est que quand on a une colère qu'on n'arrive pas, enfin un besoin qu'on n'arrive pas à faire respecter, une colère qu'on n'arrive pas à entendre, on essaye des choses encore et encore, et il peut se développer une espèce d'amertume, une espèce d'envie quelque part de faire prendre conscience, pas forcément faire mal, mais quand même faire prendre conscience, parce que nous, on a mal, et que on se dit que c'est ça qui ferait réagir l'autre à un moment donné. Et dans la relation parent-enfant, les parents se sentent horriblement coupables parce que évidemment qu'ils n'ont pas envie de constater. Quelque part, ils disent je n'aime plus mon enfant. Certains le disent, euh, même si au fond ils savent que c'est pas vrai. Mais c'est souvent une conséquence de problématiques de colère qui se régulent mal. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que à la maison et au bureau, les enjeux sont différents, hein. Je veux dire, les enfants, enfin, comme tu le dis, on cohabite avec eux, ils n'ont pas toutes les compétences. On a une responsabilité vitale vis-à-vis d'eux, ce qui est quand même pas le cas des relations de travail, même si beaucoup d'entre nous consacrent, enfin, investissent une quantité d'émotions, d'investissements affectifs, etc., extrêmement élevée au travail. Mm. C'est d'ailleurs enfin, une des sources, hein, de la colère. C'est quand on, voilà, quand on a le sentiment d'avoir voilà, investi quelque chose, d'avoir investi des valeurs. D'autant qu'en plus, hein, les entreprises, elles viennent nous chercher sur les valeurs, sur l'engagement. Mais ne soyez pas des mercenaires, tralala, tralala. Donc finalement, l'investissement affectif, il est demandé. Et puis quand l'investissement affectif montre son côté peut-être un petit peu plus sombre, ah ben non, ça, on n'en veut plus. Oui, ça c'est le paradoxe, ça met les gens en difficulté. Et la différence, j'allais dire, c'est qu'en tant que parent, je vais le dire assez crûment, on ne peut pas divorcer de ses enfants. On peut quitter son travail, on peut quitter son conjoint ou sa compagne, mais on ne peut pas divorcer de ses enfants, on ne peut pas quitter ses enfants. Et ça rajoute parfois des difficultés supplémentaires parce que justement, ben, on a cet engagement, on doit rester auprès d'eux. Et quand la relation est difficile parce que justement il y a de la colère, ben, ça peut être extrêmement douloureux. Absolument. Et c'est vrai qu'en entreprise, à une exception près, enfin, dont je me souviens, c'était il y a 20 ans à l'Opéra de Paris, où là, enfin, quitter la relation n'était pas une option. Et donc, tous les protagonistes savaient qu'ils travailleraient toute leur vie ensemble. Partout ailleurs, dans les situations de conflit, la rupture de la relation est toujours une option. Elle est rarement prise. Parce qu'il y a des tas d'autres options possibles. Mais justement, le fait même de pouvoir poser sur la table la rupture de la relation est une ressource absolument précieuse. Ouais. Alors, on y reviendra un petit peu après. Donc, maintenant qu'on a exprimé cette différence entre colère et violence, et puis qu'on a fait des parallèles entre les deux contextes, moi, je voulais souligner, et tu vas me dire comment ça se passe en entreprise aussi, l'évolution vers une moindre tolérance de la violence, on l'a vu, mais du coup, euh, aussi, en parallèle de ça, une montée alors de l'individualisme dans la société, pas au sens chacun pour soi, mais au sens chaque individu a le droit de voir ses ressentis, ses envies, ses besoins respectés. Donc ça a de très très bons côtés, c'est extrêmement chouette sur plein d'aspects, mais ça représente aussi un piège, puisque comme on l'a dit, la colère c'est une émotion qui amène à poser ses limites, mais ça devient difficile pour les parents de se dire quelles limites je dois poser. Si mon enfant Ouais. manifeste de la frustration, n'est pas d'accord, veut négocier, est-ce que je dois accéder à sa demande ou pas? Ça met les parents dans une grande difficulté
pour poser leurs limites? Parce que c'est vraiment un abîme de réflexion. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose en entreprise. Si, si, absolument. Et ces dernières années, j'ai vu monter quelque chose de tout à fait étonnant, qui est le harcèlement ascendant. Qui est de l'ordre de dès que le manager ou la manager pose une limite, le risque, et ce risque est réel, est de se prendre une enquête QVT, comment dire, une alerte harcèlement, etc., sous prétexte que cette personne aurait posé des limites à des salariés. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui se multiplie un petit peu partout. Ce qui fait que vraiment, moi, je fais un parallèle entre finalement les dangers, comment dire, d'assumer les responsabilités manager et le fait que de moins en moins de gens veulent être managers. C'est pas juste une question d'argent, parce que là aussi, hein, on a perdu le statut, on a perdu l'argent, etc. Donc finalement, si c'est pour avoir un statut à peine différent, un salaire à peine différent de ses équipes, et en plus prendre le risque de se faire, enfin, comment dire, de se prendre ce genre d'attaque très personnelle et monter en épingle, alors ça vaut vraiment plus le jus. Hmm. Tiens, alors ça m'amène à un parallèle que je n'avais pas fait du tout, mais on constate aussi que les jeunes aujourd'hui ont de moins en moins envie d'être parents. Et outre des considérations environnementales et des considérations aussi pour les femmes qui se rendent compte de l'impact que ça peut avoir sur une vie, sur une carrière, le fait de devenir mère, je me demande si effectivement cette difficulté de trouver l'équilibre entre respecter son enfant et pouvoir quand même faire respecter ses propres besoins ne jouerait pas aussi un rôle dans la difficulté à envisager d'être parent à certains moments, tu vois, de la même manière que être manager, ça pose des questions, ben peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut jouer aussi. Alors, je suis pas sociologue, mais ça serait intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, comment dire, ce que tu soulignais tout à l'heure, finalement, de l'individualisation de la société, je trouve qu'il y a vraiment des points de friction très, très forts, justement, entre le désir d'expression individuelle et des règles collectives qui s'appliquent de manière parfois de plus en plus aveugle, hein. Hum, Parce que, alors, c'est peut-être pas le cas dans les familles, mais en tout cas, les processus de décision sont tellement désincarnés dans les entreprises que tu rentres dans le process, très bien, tu rentres pas dans le process, on n'est pas là pour gérer les exceptions. Et hum, tant pis si tes limites, tes valeurs, tes machins, tes orteils sont un peu écrasés au passage. hum. Oui, mais ça, c'est un gros paradoxe. Alors, non, on retrouve moins ça dans la famille. On a de très grosses injonctions, je vais y arriver ce matin. On a de très grosses injonctions à être tel ou tel type de parent. Mais ben, avec toutes les questions que ça pose, enfin, encore une fois, s'il y avait un modèle pour être parent, ça se saurait. Mais on n'a pas ce type de processus qui sont décidés ailleurs et qui sont imposés. Bon, alors, on va revenir sur poser ses limites, parce qu'on a vu que du coup, la colère, je vais peut-être approfondir un petit peu, mais la colère, c'est une émotion qui dit, tiens, là, il y a quelque chose qui ne me convient pas, une limite qui est dépassée et que je devrais peut-être faire respecter. Mais ça suppose, pour qu'elle soit régulée, qu'on puisse exprimer cette limite, qu'on puisse essayer de la faire respecter. Et exprimer sa limite, ça n'est pas facile parce que de mon point de vue, il s'agit de d'obliger quelqu'un, en tout cas de demander à quelqu'un de faire quelque chose que, a priori, cette personne n'est pas d'accord pour faire, c'est-à-dire de lui imposer quelque chose de désagréable. Quand on exprime une limite, je parle encore moins de la faire respecter, mais déjà rien que d'exprimer implicitement, ça dit ce que tu fais, ça ne va pas, ça me pose un problème, tu dois changer de comportement, et donc c'est forcément désagréable. Et ça, je trouve que ça pose un problème, parce que de quel droit je vais imposer aux autres de faire telle ou telle chose, y compris à mes enfants. Est-ce que tu retrouves la même problématique en entreprise? Oui, oui, oui. Et je retrouve cette problématique d'autant plus que, comment dire, la peur du conflit. Hmm, La peur du conflit est omniprésente. Le conflit, c'est très mauvais pour les réputations professionnelles. Et donc,
comment dire, l'évitement du conflit fait partie des stratégies que je vois à l'œuvre en permanence, avec parfois de bons, parfois de moins bons résultats. Ok, ok. Alors là aussi, je fais un parallèle. Ce que j'observe moi dans la famille, c'est pas forcément, les gens ne diraient pas la peur du conflit, mais c'est une importance très grande accordée à la qualité de la relation. On doit être en relation avec son enfant de manière sereine, il doit pouvoir nous parler, on doit pouvoir s'exprimer, chacun doit pouvoir s'exprimer, être écouté, etc. Et dans ce contexte, donc ça c'est une des injonctions, et dans ce contexte, imaginez qu'on, pardon du terme, qu'on s'engueule avec son enfant, que pendant quelques jours, on est un peu à couteau tiré, c'est très difficile à imaginer. Et ça fait que on va avoir du mal, effectivement, à poser, à exprimer une limite. Et donc, je rejoins, c'est un peu cette peur du conflit ou cette peur de la dégradation de la relation. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même une peur de la dégradation de la relation qui fait que ça va peut-être amener, dans certains cas, à reculer sur la limite ou à se prendre la tête pendant des heures pour savoir. Moi, je me souviens d'une maman que j'avais vue en accompagnement avec des adolescents qui me disait, s'il vous plaît, dites-moi quelle est la bonne limite à poser, parce qu'elle savait pas si elle devait limiter, pas limiter, laisser sortir, pas laisser sortir. Et j'avais été interpellée par cette formulation, quelle est la bonne limite à poser? Et je lui avais dit, mais selon vous, ça serait quoi une bonne limite? Et elle m'avait répondu cette chose tout à fait surprenante. Elle m'avait dit, eh ben, c'est une limite que mon ado va respecter sans discuter. Et donc ça, c'est juste pas possible, en fait. Mhm. Mais oui, et tu vois, c'est ce que ça m'évoque comme parallèle avec l'entreprise, c'est que tu as des managers et de plein de niveaux différents, hein, qui, à un moment donné, disent, voilà, là, il y a une limite un comportement intolérable ou un manque de performance qui n'est pas dans les clous, etc., etc. Sauf que quelle limite puis-je poser? C'est-à-dire, c'est quelle est quel va être le soutien que je vais obtenir de mon manager, ma DRH, mon service juridique, mon machin, mon truc, etc. Et alors, je ne sais pas si c'est une majorité des cas, mais quand même, dans beaucoup de cas, les managers finissent par rétro-pédaler faute de soutien. Hmm. Et donc, la limite, c'est pas celle c'est pas celle qu'on leur demande de faire tenir, c'est celle finalement pour laquelle ils sont soutenus. Et c'est Hmm. vraiment, vraiment, vraiment pas toujours le cas. Oui, 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 oui. Et puis, il y a, mais ça, je pense que tu le retrouves très fort aussi en entreprise, il y a aussi une espèce d'exigence sur la manière d'exprimer ses limites. Oui. Je le vois un peu dans la parentalité où on essaye de trouver des formulations. Moi, parfois, j'ai des gens qui me disent, je me suis formée à la CNV, donc communication non violente, tout ça. J'essaye de trouver, mais ça marche quand même pas. Et alors, moi, je leur dis parfois de manière très drôle, je leur dis, tant que vous ne vous sentez pas capable de dire, vous me faites tous chier, allez vous faire voir, ça va être difficile pour vous de poser une limite. Je dis pas que c'est souhaitable de le dire comme ça, mais tant qu'on se sent pas capable de le dire comme ça, tous les beaux outils du monde, ça sert juste à essayer d'emballer un truc qu'au fond, on ne veut pas donner à l'autre. Donc, Absolument. faut arrêter de l'emballer à un moment donné. Ouais. Quand tu parles de la manière, ça me rappelle une histoire très très drôle que j'ai vécue juste au moment où je me formais à l'école de Palo Alto. Et on m'avait confié le coaching d'un garçon qui ne savait pas dire non et qui empilait, empilait, empilait du travail sur son bureau. Et voilà, et son travail n'était jamais terminé. Et résultat des cours, c'était son manager qui terminait pendant le week-end le travail de mon coaché. Et donc, voilà, on m'appelle pour que je coach ce brave Gaston. Gaston, voilà, il faut que Gaston apprenne à dire non. Et je commence à travailler avec Gaston, etc., qui vraiment joue les coachés modèles et tout, et tout, et tout. Et au bout d'un moment, je finis par comprendre, au bout de deux, trois fois, parce que je trouvais qu'il jouait un petit jeu, qu'en fait, mais ne pas dire non, pour lui, c'était une solution merveilleusement bien adaptée à son environnement professionnel qui plaçait la bienveillance et la qualité des relations tout à fait en place numéro un du podium des valeurs de l'entreprise. Et donc, Gaston m'a dit, mais vraiment avec une candeur désarmante, mais enfin, Cécile, dire non chez nous, c'est mal vu.
Et donc, moi, Hmm. je dis oui à tout le monde et je fais le tri sans rien dire à personne. Et ben oui, non, mais c'est quoi la solution? Ah ben moi, j'ai pas de problème, c'est mon manager qui a un problème. Et de fait, son manager était complètement en burn-out. Et le pire de tout, c'est que, comment dire, la solution pour lui, c'était une réduction de son périmètre, qu'il a obtenue sans réduction de salaire, et sans modification de son titre. La seule personne qui a vu un changement, c'est son manager qui s'est retrouvé avec qui s'est retrouvé avec une partie du travail de Gaston à faire officiellement et non plus officieusement le dimanche. Inutile de dire que le manager a fini en burn-out, et que franchement, j'étais vraiment pas fière de moi, de moi là-dessus. Mais tu vois, comment dire, et quand j'ai revu la DRH, je lui dis, mais enfin, mais ce Gaston, il sait merveilleusement bien dire non. Il pose ses limites, il arrête de bosser. Et puis c'est marre. Et tu vois, et vraiment, comment dire, le fait de ne pas prononcer le mot non, comment dire, leur avait complètement, enfin, ils n'avaient pas vu que ce gars-là posait très fermement ses limites. Ouais, ouais. Oui, oui, le Gaston en question, en effet, le manager, un peu moins, si je peux me permettre. On est bien d'accord. Alors, mais je rebondis là-dessus parce que ça, c'est une situation que je retrouve extrêmement souvent, c'est-à-dire que les parents sont dans la position du manager que tu viens de décrire et ont à manager des enfants qui savent très bien poser leurs limites, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. On est d'accord. Je me permets parce que ça me fait mourir de rire. Et dans les couples, alors j'accompagne aussi beaucoup de couples, je vois aussi beaucoup ça, donc je pense que là, ça va parler notamment aux mamans. Et moi, j'appelle ça le cercle vicieux de la râlerie. C'est-à-dire que dans ces situations, la personne qu'on a en face, généralement les enfants, mais parfois le partenaire de vie, euh, ne fait pas ce qu'on attend de lui ou d'elle. D'accord. On lui demande, mais il ne fait pas. Alors, on va rester sur le cas des ados, mais vous pouvez transposer dans le couple. Ne fait pas, donc c'est un peu agaçant. On va réitérer la demande, y compris en s'énervant de plus en plus. Et au bout d'un moment, on fait à la place. Parce que on se dit, bah, je vais quand même pas laisser traîner les affaires. Parce que on se dit, ah oui, mais quand même, le pauvre, s'il a pas son sac pour aller au sport ou que sais-je encore, bon, c'est quand même embêtant pour lui. Et en faisant ça, on compense et on déresponsabilise. Parce que bah, quelqu'un d'intelligent, il se dit, si je ne le fais pas, puis que quelqu'un finit par le faire à la place, mais pourquoi je me forcerais à le faire? Mon fils, qui est d'une honnêteté désarmante, m'a déjà dit ça. À chaque fois, je lui dis, ce qui est bien avec toi, c'est ton honnêteté. Il me dit, mais pourquoi? Est-ce que je le ferai tout de suite, sachant qu'après, il y a quelqu'un qui le fait à ma place? Et le cercle vicieux, là, il y a déjà un premier cercle vicieux qui est plus je fais à la place, plus l'autre se déresponsabilise et moins l'autre a intérêt à faire par lui-même. Et donc, plus ma colère à moi, mon agacement, ma frustration monte et je risque effectivement de m'énerver, de commencer à être dans l'amertume dont je parlais tout à l'heure et ça dégrade la relation. Donc, c'est pas très bon. Mais le problème, c'est surtout que moi, je compense. Parce que si j'arrête de compenser, si le manager avait arrêté de compenser, on ne sait pas ce qui se serait passé. Et ensuite, deuxième couche du cercle vicieux, c'est que comme ça m'énerve, je râle. Et après, je suis discréditée parce que je râle. Oui, mais t'as vu comment tu me parles. Oui, mais de toute façon, tu râles tout le temps, donc je t'écoute plus, etc., etc. J'ai déjà des ados qui m'ont dit, c'est un bruit de fond, en fait, ma mère qui râle. Je ne l'écoute plus. Ils sont durs, hein? Mais ils sont honnêtes. Franchement, ils sont honnêtes. Ben oui. Et tu vois, quand tu disais, on ne sait pas quelles seraient les conséquences si le manager arrêtait de compenser, ben si, on sait très bien. C'est qu'en fait, le manager, comment dire, il touche son bonus en fonction d'indicateurs, de productivité, de performance, de tout ce que tu veux. Et s'il ne fait pas à la place de son collaborateur, les indicateurs en question sont dégradés et c'est sa prime qui saute. Hmm. Tu vois, c'est sa prime qui saute ou c'est son évaluation de fin d'année, tu tiens pas ton équipe, ou le boulot n'est pas fait, gna 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 gna. Donc, en entreprise, les conséquences peuvent être extrêmement dommageables, hein. Hmm. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, hein, que dans beaucoup d'entreprises où je travaille,
je vois que jusqu'à comment dire, des postes de direction générale, je vois des gens faire le boulot de leur N-1, N-2, N-3 sans sourciller. Ok. Euh, et ça, c'est vraiment alors, je sais pas, je pense qu'il y a des composantes culturelles, mais la manière dont sont organisées les entreprises et sont organisés les systèmes de récompense en entreprise encourage ça dans bien des cas. Ok, ok. Alors, mais ça me fait penser. Alors, en famille, c'est un petit peu différent, mais il y a aussi la notion de, bah, je suis responsable, je dois faire des choses pour mon enfant. Il y a ça qui vient jouer. C'est pas des récompenses à proprement parler ou des conséquences plus concrètes. C'est plus la peur que les conséquences négatives reposent sur l'enfant, et puis une notion de, oui, de responsabilité, éventuellement de culpabilité si on le fait pas. Ça me fait penser à donc mes enfants font leur lessive depuis déjà très longtemps et j'ai beaucoup de gens qui me disent donc depuis qu'ils sont rentrés en sixième en gros et j'ai beaucoup de gens qui me disent mais comment es-tu arrivé à ce résultat exceptionnel? Et moi je leur dis bah à un moment donné je leur ai pas laissé le choix, je leur ai dit si vous vous occupez pas vous-même de votre linge, euh, bah il y aura pas de linge propre. Et j'ai beaucoup de parents qui me disent ah mais c'est horrible les pauvres. Euh, et si, parce qu'ils avaient des vêtements sales, etc., ils s'étaient fait harceler, etc. Mais c'est une crainte légitime hein, que je comprends tout à fait. Et ça m'amène à un outil que je présente souvent, c'est ce que j'appelle plan A, plan B, qui, je vais préciser. Mais cette décision de continuer à compenser ou pas, elle se prend aussi en évaluant les risques des deux options. Parce que dans le premier cas, on a l'impression qu'il n'y a que des avantages à continuer de compenser. Et bah, c'est possible qu'il y ait des inconvénients, mais qui ne soient pas très embêtants. Ça m'agace un peu, mais en fait, ça va, ça ne me pose pas de problème. Ou dans une entreprise, ben, je compense, mais je suis pas en burn-out. Et puis, ça permet au service d'atteindre ses objectifs. Et du coup, j'ai mes récompenses, mes bonus, etc. Euh, Par contre, c'est quand l'inconvénient de compenser prend le dessus, quand ça commence à devenir vraiment douloureux, problématique, qu'on sent vraiment la colère monter, que c'est important de se poser la question. Et alors, je reviens à mon plan A, plan B. C'est une manière de réfléchir. Alors, c'est aussi un réflexe d'acheteuse. Donc, dans une ancienne vie professionnelle, j'étais responsable des achats. Et on ne rentre dans une négociation en achat, normalement, que si on a une meilleure solution de repli. Mésor, ça s'appelle en termes techniques. La meilleure solution de repli, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe si je ne rentre pas dans la négociation? Et le résultat attendu de la négociation doit être meilleur que cette meilleure solution de repli. Même si l'autre dit non à tout, etc., je dois arriver au même niveau, voire mieux que cette meilleure solution de repli. Sinon, c'est même pas la peine de discuter. Et ça oblige à se poser les questions. OK, je fais quoi si l'autre ne respecte pas, ne fait pas ce que je lui demande, n'accepte pas quelles sont mes différentes options? Et le fait de poser ça, ça permet de peser les avantages et les inconvénients, les risques et les bénéfices, et de un peu mieux décider ce qu'on est prêt à lâcher. L'idée, c'est pas forcément d'arrêter de compenser sur tout, mais peut-être déjà sur certaines choses pour changer un peu la dynamique, pour faire évoluer les choses. Ça peut être extrêmement intéressant. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs, comment dire, l'outil que j'utilise principalement en entreprise, justement dans les situations il faut absolument que je pose mes limites, ok, très bien, parce qu'en plus il y a plein d'injonctions à ça, hein. Euh, bien évaluer les inconvénients, enfin oui, les inconvénients, les risques de chaque option. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, dans les options, j'inclus très souvent bon, bah, ok, est-ce que tu peux virer cette personne ou est-ce que tu peux partir? Euh, de manière à vraiment ouvrir le choix et permettre à la personne de choisir la solution qui sera la moins douloureuse pour elle.
Parce que vraiment, dans beaucoup de cas, et plus ça va, je trouve, plus c'est vrai, comment dire, l'imbrication de règles contradictoires, d'injonctions qui sont inconciliables les unes avec les autres, etc., fait qu'il n'y a pas de solution facile et simple. De toute façon, s'il y avait des solutions faciles et simples, ils ne m'appelleraient pas mes clients. On est Euh, d'accord. mais vraiment, c'est comment est-ce que parmi un éventail de solutions qui sont toutes plus imparfaites les unes que les autres, je vais choisir la moins douloureuse et la moins dommageable et celle finalement que je vis le moins mal. Exactement. Ah, mais en Euh, parentalité, c'est exactement la même chose, hein. Je me permets de rebondir là-dessus. Moi, je dis souvent, depuis le temps qu'on fait des enfants, s'il y avait une bonne manière de faire, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé, hein. évidemment. Évidemment. Et tu vois, et je trouve que faire ce travail-là et faire ce travail de choix, c'est au fond une manière assez directe en fait hein, de faire dégonfler le ballon émotionnel. Oui, alors le ballon émotionnel, on va en parler. Je rebondis Ouais. juste là-dessus. C'est aussi une des choses pour lesquelles je milite dans la parentalité, plutôt que de déchirer les parents en disant le modèle A, c'est le meilleur, il faut faire comme ça, vous allez voir, tout va bien se passer, et ou non, c'est le modèle B qui est le meilleur et qui fait qu'ils sont écartelés entre les deux parce que ben, le modèle A, il marche dans certains cas, dans certaines situations, dans certains contextes, et le modèle B, il marche aussi très bien dans d'autres cas, dans d'autres situations. Et l'idée, c'est d'amener les parents plutôt que ah si vous prenez pas mon modèle, c'est que vous êtes un mauvais parent. Vous prenez le par moment vous êtes un peu strict et vous posez des limites. Ah mais alors vous êtes un parent maltraitant ou inversement vous êtes à l'écoute. Ah mais du coup vous êtes aussi un parent maltraitant parce que vous posez pas suffisamment de limites. Ben non, l'idée c'est que les parents puissent un peu mieux prendre des décisions adaptés au moment qu'ils vivent, à la manière dont ça se passe avec leur enfant, mais qu'ils aient les moyens d'y réfléchir, vraiment de faire un choix. C'est pour ça que très concrètement, cette question des avantages, des inconvénients, qu'est-ce que je fais? J'essaye de poser mes limites, ça ne marche pas, je répète, je compense, bah, peut-être que ça, il va falloir le changer, mais quel prix je suis prêt à payer pour ça, en fait? C'est quoi le prix de rester dans la situation où je suis? Et c'est quoi le prix de changer de façon de faire? Et ça, c'est hyper important. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Et je reviens à l'outil du ballon émotionnel que tu as évoqué. C'est un outil qui me tient à cœur, Mm. qui vient de Thomas Gordon dans un livre sur le management. Donc tu vois, c'est assez rigolo. Et il en a écrit sur la parentalité, mais c'est un livre sur le management qui s'appelle Leader efficace. Et alors j'en avais parlé dans un article sur le blog, je le mettrai dans les liens de l'épisode. Je mettrai aussi un lien vers un article que j'avais écrit sur la différence entre menacer et poser ses limites. J'y reviendrai sûrement dans un autre épisode, mais je le mettrai en lien. Bref, le ballon émotionnel, c'est une image qui traduit la chose suivante. À l'équilibre, c'est un peu comme si notre cerveau était un ballon de baudruche, avec dans la partie basse des émotions. Alors Thomas Gordon, il met en bas des émotions et en haut, il appelle ça intellect. Je trouve que c'est assez faux. Moi, je dis souvent en bas, c'est les émotions qui sont plutôt orientées sur les besoins individuels, la protection individuelle, le respect de ses limites. Et dans la partie haute, ça va être plutôt les émotions qui sont orientées socialement par rapport à l'appartenance au groupe et tout ça. C'est ce qui fait que quand on est à l'équilibre entre les deux, on peut avoir des besoins, on peut avoir des inquiétudes, mais on va les exprimer d'une manière qui est socialement acceptable et en étant attentif à est-ce que c'est efficace, etc. Et quand ça ne fonctionne pas, quand notre régulation ne fonctionne pas, on a le niveau des émotions primaires qui va monter et on se retrouve envahi. Et la partie qui est un peu plus comment se conduire de manière socialement acceptable, on retrouve ça aussi chez les enfants. Elle est réduite à la portion congrue. Et c'est là où on va déborder, on va peut-être s'énerver, on va crier, on va faire des trucs qui n'ont aucun sens. Les parents, ils vont se reconnaître là-dedans. C'est dans cette situation-là que vous allez vous mettre à crier sur vos enfants avec dans votre tête une voix qui dit c'est nul, c'est débile, ça sert à rien, mais on peut quand même pas s'en empêcher. Et je trouve que c'est un outil intéressant pour justement faire la part des choses et pouvoir identifier le moment où on s'approche de la limite où on va déborder et où on n'arrive plus à se retenir, parce que c'est avant ça qu'il faut agir en fait. Oui, absolument. Absolument. Et ça, tu vois, je trouve qu'il y a une, enfin, alors, je trouve qu'il y a une différence quand même entre à la maison et au bureau.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'au bureau, la pression sociale est tellement forte dans la plupart des environnements hein, que je connais. Je ne dis pas que c'est une vérité universelle, mais la pression sociale est tellement forte que le besoin de contrôle est très très fort. Et justement, le besoin de contrôle, quand le ballon émotionnel gonfle, 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 là, faut faire attention aux explosions de ballon. Mais oui, mais Et en oui. particulier, trouver des techniques pour canaliser justement la colère avant qu'elle ne déborde. Mm. Et alors, il y en a plein, hein, et je trouve finalement que ça a été rendu enfin, ça a été facilité par le télétravail. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, quand tu peux couper ton micro, tu peux couper ta caméra, que tu peux dire, attendez, bougez pas, j'ai un livreur qui arrive. Tu sais, faut que je fasse sortir le chien. Mais tu sais, c'est des petits stratagèmes tout bêtes, mais tu sais, ça te donne les quelques secondes dont tu as besoin pour respirer un coup. Alors que quand tu es dans une salle de réunion et que brusquement tu as le rouge, tu vois, qui te monte au visage, t'as la moutarde qui te monte au nez, c'est vachement dur. Mm. Que ton corps, il a parlé pour toi déjà. Ouais. Euh, et voilà, donc trouver des manières de canaliser comme ça la colère dans l'instant. Et puis, il y a ce mail que tu vas écrire ce soir et que tu n'enverras que demain, Ou que tu n'en verras pas. ou que tu n'enverras pas, bien sûr. Et tu vois, enfin, il y a vraiment plein, plein de choses qui, je veux dire, elles ne soignent pas les causes de la colère. Là, on est bien d'accord. En revanche, elles permettent de limiter les risques sociaux d'exclusion du groupe, de dommages sur la réputation, etc., qui sont attachés en fait à l'expression de la colère Mm. Oui, et oui, qui ça, sont attachés au fait que quand tu poses des limites, très souvent, il y en a une autre qui saute au même moment et où tu peux pas, comment dire, tu t'as beau avoir les meilleures intentions de justice, de tout ce que tu veux du monde, ça marche pas toujours. ouais. Et donc, vraiment, il y a, et dans la vie en entreprise, moi, ce que j'observe, c'est que finalement, comment dire, un des rôles, des personnes à responsabilité dans l'entreprise, c'est de faire avec une sorte d'injustice permanente et donc de raison permanente d'être en colère, Mm. soi-même ou les autres. Et donc, puisqu'il faut faire avec cette injustice permanente ou ces incohérences permanentes, etc., qui génèrent de la colère, alors comment on canalise tout ça et on le rend socialement gérable. Oui, 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 c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à plusieurs accompagnements où, alors, il y a une chose qui est très importante, c'est effectivement des soupapes de sécurité, des moyens de canaliser sa colère pour la faire baisser, pour rendre son expression plus entendable et plus respectueuse. C'est intéressant, je vais y revenir, mais il faut quand même bien insister, enfin moi j'insiste fortement sur le fait que ça veut dire qu'il faut quand même regarder s'il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment agir. Parce que moi, en accompagnement, je vois énormément de parents qui trouvent qu'ils s'énervent trop et qui, en fait, ne font que multiplier des manières de canaliser et d'éteindre leur colère. Je fais de la méditation, je fais du yoga, je respire, je fais je sais pas, enfin, il y a tout un tas de techniques dans l'idée de je prends sur moi, etc. Uniquement dans l'idée d'adoucir l'expression de la colère, mais jamais pour ces parents-là, en tout cas dans l'idée de sur quoi est-ce que je dois être plus efficace. Ça me fait penser, alors c'est drôle parce que c'est une situation de coaching professionnel, puisque j'en fais aussi, d'une personne que j'avais coachée, j'avais trouvé ça hyper intéressant, donc qui était au bord du burn-out, qui ne dormait plus, qui était vraiment, et qui était devenu irascible en fait, qui n'arrêtait pas de critiquer tous ses collègues, qui n'en pouvait plus. Donc j'ai coaché cette personne et je me souviens, il y avait une grosse problématique de colère, c'est-à-dire il y avait des comportements qui étaient à la limite de l'honnêteté, qu'elle avait du mal à supporter, qu'elle avait signalé. On lui avait dit non, mais c'est bon, attendez un peu, dans 2 ans cette personne sera plus là, ne vous inquiétez pas, etc. Donc elle prenait sur elle, elle prenait sur elle. Elle avait des valeurs très fortes et c'était très difficile pour elle. Et cette colère rentrée s'était transformée en plus rien n'était supportable en fait. Le moindre manquement lui posait un horrible problème.
Et donc, elle sautait en réunion sur tout ce qui n'était pas au top et elle critiquait tout. Et donc, d'une part, c'était très mal reçu et d'autre part, ça l'arrangeait parce qu'elle avait perdu toute crédibilité. Et je me souviens de lui avoir proposé, de lui avoir dit, eh ben, à partir de maintenant, en réunion, ce que vous allez faire, c'est vous notez au fur et à mesure tout ce qui vous pose problème, mais vous n'avez le droit de ne dire qu'une seule chose. Et je me souviens qu'elle était revenue au rendez-vous suivant en me disant, je n'aurais jamais pensé que me retenir de dire les choses aurait pu me soulager. Parce que du coup, Ah, elle avait été entendue, elle avait retrouvé de la crédibilité. hmm. Bon, il y avait d'autres choses qui avaient été faites, mais ça avait vraiment apaisé les choses. Et c'est aussi une chose que je peux proposer parfois aux parents, parce qu'en fait, quand on se retrouve dans un sentiment d'inefficacité, on dit, et puis les enfants ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas. Euh, le moindre manquement des enfants, le moindre truc qu'ils ne font pas, vient réactiver la colère et nous met dans une rage pas possible. Et donc, ça peut être intéressant pendant un moment, en tout cas, de faire le tri sur un certain nombre de règles et peut-être de se focaliser sur une chose et de laisser tomber d'autres choses. Ou parfois même de faire tenir les règles à temps partiel. Je m'explique. Une fois, je vois une maman qui est enseignante et avec qui ses enfants, c'est très difficile, ses enfants à elle. Et arrivent les vacances scolaires, elle me dit, mais ça va être l'enfer en fait. Je ne me vois pas vivre avec eux pendant 2 mois à temps plein. Ça va être horrible et tout. Et je lui avais dit, bah, moi, je vous propose de tenir les règles un jour sur deux. Donc, un jour, c'est les règles comme vous les voulez, c'est strict, etc. Vous leur demandez de débarrasser la table, vous leur demandez tout, etc. Voilà, vous savez que ça va vous demander de l'énergie. Et le lendemain, c'est vacances. Ils font ce qu'ils veulent. Vous leur dites, et vous leur expliquez aux enfants que bah, tenir les règles à temps plein, c'est trop fatigant, donc vous allez les tenir un jour sur deux. Et franchement, elle a passé de très bonnes vacances en fait. Raconte. Beaucoup moins fatigante, d'une part, parce que bah, un jour sur deux, elle était plus dans j'attends qu'il fasse. Et puis, bah, comme elle avait des enfants qui sont quand même attentifs et qui se rendent compte que leurs parents font beaucoup de choses pour eux, bah, elle s'est rendue compte que finalement, ils en faisaient quand même un petit peu plus. Donc parfois, aussi surprenant que ça puisse paraître, en relâchant un peu les exigences quand on commence à en vouloir à ses enfants, ça peut aussi provoquer un changement positif. C'est pas garanti, mais ça peut. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis la dernière chose pour les soupapes de sécurité, il m'arrive parfois de proposer aux gens qui ont envie de s'énerver, en fait, d'écrire ce qu'ils voudraient dire. Ça, je l'ai beaucoup fait. Voilà, Ok, avant de le dire, écrivez-le, jetez sur le papier, prenez un carnet, allez aux toilettes, faites ce que vous voulez, et après, vous décidez ce que vous voulez dire ou pas dire. Hmm. Ça revient au Mais ça, mail, tu vois. comment dire, c'est une technique que j'utilise beaucoup et que j'utilisais en particulier justement avant, tu vois, tout le télétravail. Ce que j'observe, c'est que moi, je travaille beaucoup avec des gens enfin, qui doivent contrôler jusqu'à leur langage non verbal. Ouais, ça, c'est très compliqué, par contre. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Euh, et, euh, et au fond, ce dont je me rends compte, c'est que comment dire, la stratégie la plus couramment employée dans les entreprises où je travaille, c'est le silence. Hum, C'est-à-dire que silence égale mauvais signe. hum, Je réponds pas à tes mails, je réponds pas à ta remarque en réunion, voilà. Et au fond, d'une certaine manière, le ghosting dont on parle beaucoup, tu vois, sur les réseaux de on le rencontres rencontre. ou dans le recrutement, c'est quelque chose qui est beaucoup apparu, je trouve, dans les relations de travail entre collègues. Hum, C'est tu me fais chier, je te calcule plus, je te réponds plus, je suis plus là. hum. Euh, et ça, c'est extrêmement difficile après ça de récupérer les choses, hein. Oui, oui, c'est sûr que c'est difficile et puis c'est ça met la personne qui subit le silence dans une situation d'impuissance qui est horrible, parce qu'on perd tout pouvoir d'agir sur la situation face à quelqu'un qui ne nous calcule pas justement. Ouais.
Euh, et typiquement, hein, dans des entreprises où on dit ah, collaborer, 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 c'est une espèce de saut d'infamie, hein. Ouais. Après ça, voilà, justement d'être exclu d'une relation. Et, euh, et voilà, donc euh, enfin, trouver des manières de maintenir le dialogue, ouvert, c'est une nécessité vitale pour beaucoup, hein. Mm. Ben, c'est sûr que oui, en entreprise, à partir du moment où on doit travailler ensemble, euh, c'est très coinçant si les gens ne nous parlent pas. On est d'accord, on est d'accord. En famille, on voit beaucoup moins ça, même si on peut avoir, notamment à l'adolescence, parfois des ados qui font un peu ce genre de choses, c'est-à-dire qui ne répondent pas, qui se murent un peu dans le silence. Mais en tout cas, dans les familles que je reçois, c'est pas la majorité des cas. La plupart du temps, c'est plutôt des problématiques très conflictuelles. Mais quelque part, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que quand on est dans le conflit, on est encore dans la relation. On a envie que cette relation change quand on est dans le conflit. On n'est pas d'accord avec ce que fait ou dit l'autre, mais on a envie que la relation change et on fait des choses pour qu'elle change. On essaye d'agir sur l'autre quand on est dans le conflit. Quand on est dans le silence, c'est c'est pas du tout pareil. Mm. Est-ce que tu l'interprètes comme moi? Absolument. Absolument. Comment dire, je trouve que les possibilités de ne plus être en relation les uns avec les autres, en fait, se sont multipliées. C'est-à-dire que avec la multiplication des canaux de communication, les raisons ou les possibilités de ne plus communiquer, comment dire, se sont multipliées. Moi, j'ai un souvenir vraiment précis d'un client dont j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et qui m'échappait au délai de réponse qu'il avait à mes mails ou à mes Hmm. messages téléphoniques. Pendant 3 mois, ça a été dans les 3 minutes ou dans l'heure qu'il me répondait. Et puis là, brusquement, j'ai vu des journées entières, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et de fait, il était en train de se passer un truc vraiment pas drôle. Et rien que ça. Et ça peut provoquer des angoisses épouvantables. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et, euh, et voilà, enfin, mais après ça, comment dire, les messageries internes, les WhatsApp, les machins, les trucs, etc. Enfin, tout ça, c'est, enfin, qu'on en reçoive trop ou pas assez, de toute façon, c'est des sources de colère, de conflits, d'incompréhension, de difficultés enfin, avec lesquelles il faut faire aujourd'hui. Vraiment, il faut faire, quoi, hein. Ouais, On n'est plus du tout dans aller, t'es en réunion, ton directeur marketing te sort par les yeux et écrit sur un carnet avant de prendre la parole. Ça, c'était il y a 5 ans, quoi, hein. ouais, ouais. Euh, Ben, en famille, on peut le retrouver, alors peut-être la génération d'après, c'est-à-dire qu'il m'arrive de recevoir des parents d'enfants adultes et parfois des grands-parents, du coup, puisque leurs propres enfants ont des petits-enfants, qui ne savent plus comment garder le contact avec leurs enfants, enfants qui sont souvent pas forcément très proches géographiquement. Et donc, on a souvent des communications par messagerie, etc. Et une rupture de la relation numérique, enfin, et en physique aussi, du coup. Mais on retrouve cette sensation d'impuissance, le sentiment d'injustice, la colère, qu'est-ce que je dois faire, l'insistance. Et c'est toujours très difficile de réparer une relation quand l'autre nous donne peu de moyens de le faire. C'est-à-dire que ça prend souvent pas mal de temps et ça demande d'être extrêmement prudent parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'on fait qui pose problème. Et ça peut être aussi douloureux. C'est un sujet un petit peu différent de la colère, mais ça peut générer beaucoup de colère et parfois l'envie de. Donc c'est aussi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape un scandale? Je dis non, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce bazar, etc. Ou est-ce que j'y vais prudemment, tranquillement? C'est toujours difficile de déterminer la conduite à tenir dans ces cas-là, parce qu'on prend un risque que les parents ne veulent pas prendre, celui de rompre définitivement la relation, en fait. Donc oui, c'est oui. aussi très douloureux. Mm. Mais c'est un contexte un peu différent des parents d'enfants plus jeunes.
Bon, écoute Cécile, on a abordé beaucoup de choses sur la colère. On a parlé de la différence entre colère et violence. On a parlé du fait que la colère, c'était le fait de poser des limites et que c'était souvent compliqué, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans la parentalité, par peur d'abîmer la relation, pour l'image que ça peut donner, enfin, etc., etc. Puis pour différentes raisons de contexte que je ne vais pas reprendre, mais et qui faisait que parfois on n'osait pas poser ses limites. On a parlé un peu du ballon émotionnel, mais on n'a peut-être pas assez souligné qu'effectivement, quand on ne pose pas suffisamment ses limites, ou quand on les pose trop et que du coup elles ne sont pas respectées, en tout cas quand elles ne sont pas respectées, ça peut amener à des explosions justement de violence, à de la souffrance, à de l'amertume. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ici, un peu pour conclure? Oui, moi je voudrais simplement, enfin, alors il y a plein de gens qui le font, hein, mais réhabiliter la colère. La colère, c'est une émotion, c'est qu'elle elle nous dit quelque chose. Et la diabolisation de la colère, dire mais être en colère c'est pas bien, etc., etc. Je trouve que c'est très culpabilisant et très contre-productif. Voilà, la colère, elle nous envoie un message, elle nous dit, voilà, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là, tu as besoin de défendre quelque chose à cet endroit-là, tu vas le faire ou tu vas pas le faire, mais il faut que ce soit ton choix. Et là, moi, ce que je t'indique, c'est que tu dois choisir ce que tu vas faire, ou quelle suite tu vas donner à ce signal. Mais diaboliser la colère, je trouve que c'est la meilleure manière pour finalement pour retourner sa violence contre soi. Oui. Euh, et finalement, puisqu'on n'explose plus, on garde tout à l'intérieur et puis on finit par imploser. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave encore. Donc voilà, donc pour moi, là, alors, je dis pas ça parce que la colère est mon émotion dominante depuis l'enfance et que c'est une énergie formidable aussi, la colère. Je pense simplement que voilà, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie qui peut coûter cher socialement, euh, mais voilà, écoutons-la et ne la diabolisons pas trop. Ah, mais je te rejoins à 100%. Je suis, ouais, vraiment, je ne saurais dire mieux. La colère, c'est beaucoup d'énergie. Là, je suis d'accord avec toi. Vraiment, il y a énormément d'énergie dans la colère qu'on peut mettre au service de choses extrêmement positives. Et je te rejoins aussi sur le fait que le problème n'est pas la colère, mais comment est-ce qu'on la régule et qui peut amener à soit elle explose, soit elle se retourne contre nous. Donc c'est vraiment ça, et je te rejoins aussi à 100% sur le fait qu'en effet, il y a des moments où on a besoin de faire un choix. Est-ce que je continue à dire en sachant que c'est pas écouté, ou est-ce que j'arrête de dire? Ou si je ne dis pas à l'inverse, est-ce que je continue à ne pas dire, en sachant que ça se retourne contre moi? Ou est-ce que je choisis de dire? C'est vraiment, je pense, la leçon qu'on peut retenir sur la colère. C'est hyper, hyper important. Et vraiment, j'insiste, parce que ça me paraît important, de bien comprendre que, en effet, la colère, c'est une émotion qui signale quelque chose, et il faut tenir compte de ce signal pour décider quelle attitude on va avoir. Euh, et ça, c'est hyper important. Eh ben, écoute, je trouve que c'est une conclusion magnifique. Merci beaucoup, Cécile. Merci Sandrine, je me suis régalée. Comme toujours avec toi, je trouve que ces parallèles sont très féconds et je pense très réels. Mais oui, je pense aussi. Donc, écoute, on laissera les auditeurs et les auditrices nous faire leur retour et nous dire si Oui. cet épisode leur a plu. Peut-être qu'on en fera un autre parce qu'on a plein de sujets en commun, mine de rien. Mais on verra ça dans un prochain épisode. Merci beaucoup, Cécile. Merci Sandrine, à très bientôt. Vous l'avez vu, le contenu est extrêmement dense, extrêmement riche. Il y a énormément de fils à tirer. C'est pour ça que j'ai prévu, à la suite de ce premier épisode introductif, de vous faire au moins 2 épisodes, peut-être 3, sur la colère plus précisément, la colère en général, ses mécanismes, comment elle fonctionne, la colère des enfants, pourquoi ils explosent, pourquoi ils font des crises, comment y réagir, comment les aider à réguler, mais aussi sur la colère des parents. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous interpelle. Donc, restez à l'affût des prochains épisodes qui parleront évidemment de colère. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses.
D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que ça contribue à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don, car ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du côté des parents.